château d'Antoine Boyer fut construit en 1610, la même année que le sacre de la reine Marie de Médicis à la basilique Saint-Denis, le 13 mai, et le lendemain de l'assassinat de son époux Henri IV. Depuis 1594, la date de construction du fort, Antoine Boyer profita de son roi Henri IV de plusieurs privilèges et de marques de reconnaissance. Le plus important fut le privilège de la pêche du thon par la technique de la madrague, qui était une technique de pêche au filet, qui lui fut attribuée en 1603. Ce privilège fut ensuite reconduit par les rois Louis XIII et Louis XIV. Ceci lui permit d'accumuler pas mal d'argent et donc de construire le château sur la presqu'île de la Motte. La fortune engrangée par les Boyer grâce à la madrague va leur permettre d'une part d'embellir le château, mais surtout de consolider les fortifications du fort construit en 1594. En 1633, le cardinal de Richelieu demande à Henri de Séguiran, seigneur de Bouc, lieutenant général de la marine du Levant, d'inspecter les défenses des côtes provençales. Il arrive au château et rencontre Antoine Boyer, âgé de 71 ans, et également son fils Jules, qui s'est déjà illustré dans la marine royale et âgé de 42 ans. Antoine fait savoir que les défenses, tout de même, ne sont pas totalement réalisées et il pense qu'il faudra réarmer le château. Henri de Séguiran, lui, est satisfait et ils en viennent à parler des fameux pharos, ces signaux d'alerte, fumée le jour et également feu la nuit, qui leur permettent, à partir du cap de l'Aigle, de signaler l'arrivée de flottes ennemies, de pirates ou de barbaresques. Donc, le fort, le château, était en position stratégique pour apercevoir ces feux. Le château fort de Bandol allait être un argument important lors des négociations concernant la séparation de Bandol de sa ville-mère, l'Acadière. En effet, un fort solidement armé qui croise ses feux au large permet au port d'assurer un trafic maritime en toute sécurité. En 1707, un événement important allait donner raison aux arguments développés par Antoine Boyer. En effet, le duc de Savoie, allié à une coalition austro-anglo-allemande, allait faire le siège de Toulon. Le 1er août 1707, l'amiral Showell, allié à 9 navires britanniques, allait canonner Sanary, puis Bandol et son fort, débarquer sur la plage de Bandol, mettre le feu à une partie des appartements des seigneurs et même dans l'arrière-pays. Donc, Antoine Boyer avait parfaitement raison sur la défense de son château. Une des premières représentations du fort entre 1612 et 1715 est un dessin en noir et blanc qui figure dans un portulan de la Méditerranée réalisé par Antoine Barras de la Penne. Sur ce dessin, on voit parfaitement le château fort et à droite, un petit pigeonnier qui appartient au seigneur. Le château est constitué par un bâtiment principal où se trouve un vaste salon de réception, une salle de billard et évidemment les appartements du seigneur. Dans la partie perpendiculaire, on retrouve les écuries et également la garnison et les domestiques de la famille Boyer. Enfin, dans le bâtiment qui est légèrement en contrebas, on retrouve le corps de garde, le magasin de poudre, le magasin d'artillerie. On voit donc que sur ce portu-là, le château est parfaitement bien représenté. Portula vient du mot latin portolano, du mot italien portolano, qui signifiait relever au niveau des ports concernant les écueils, les récifs, les fonds sablonneux, les hauts fonds et les courants, ce qui permettait une approche plus simple des villes portuaires. Lors de la séparation de Bandol de sa commune mère en 1715, par arrêt royal signé par Louis XIV lui-même, puis par l'acte de séparation et par l'acte d'habitation signé en août de la même année, le château allait être d'une part la demeure des seigneurs, mais également le centre névralgique de l'administration,
de la justice et de la gestion du territoire nouvellement créé. Le château de Bandol va devenir également, et paradoxalement, un centre religieux. En effet, la commune de Bandol ne dispose pas d'une église qui n'a été construite qu'en 1748 et érigée en paroisse en 1751 par Monseigneur de Belzunce. En effet, dans le testament de Jules Boyer, celui-ci souhaitait la création d'une chapelle au sein même du château fort. Celle-ci sera inaugurée en juillet 1679 et comme le décrit Magloire Giraud, c'était une toute petite chapelle de 18 mètres carrés et richement décorée. Or, au moment de la peste, en 1720, la commune de Bandol dépend toujours religieusement de la Cadière. Les seigneurs vont alors prêter leur chapelle à l'usage des bandolés. Ainsi, le dernier des servants connus de cette chapelle, Félix Fougeray, va réaliser un certain nombre de cérémonies et surtout donner des baptêmes, car il faut impérativement que les nouveau-nés soient baptisés avant qu'ils soient pris par l'épidémie. Au milieu du XVIIIe siècle, Bandol, qui vient de se relever de l'épidémie, ne possède que 650 âmes. Le château fort, lui, a perdu de son allure belliqueuse. Effectivement, c'est la fête et on invite tout le ban et l'arrière-ban de la noblesse provençale. Et ceci faisant suite souvent au magnifique spectacle de la madrague. Ainsi, dans le vaste salon, on discute, on philosophe et on s'amuse surtout, ainsi que dans la salle de billard où on joue au tric-trac et aux cartes. Ceci vient sans doute du dernier descendant des Boyer, Angilaire Boyer de Foresta, qui fréquentait plus souvent Paris et Versailles que sa demeure et y avait importé un certain air de Paris. À Paris, Louis XV avait commandé à un jeune peintre avignonnais, âgé d'une quarantaine d'années, Joseph Vernet, une série de tableaux représentant les ports de France, car il voulait connaître en détail la vie qui se déroulait dans ces villes portuaires. À l'origine, il était prévu 24 tableaux. Vernet n'en réalisa qu'une quinzaine. Marseille, Toulon, Antibes, Sète, Bordeaux, etc. On peut alors se demander comment un port aussi peu important que Bandol figurait parmi cette liste prestigieuse. On pense que très certainement, Angilaire Boyer de Foresta en avait touché un mot au roi dans la capitale ou à Versailles. En octobre 1754, Vernet se rend donc à Bandol. Il est hébergé au château. Il va s'imprégner de l'ambiance de la région et se déplace très souvent en face du château, au niveau d'une petite plage qui est située au bord, à l'extrémité de la Cride. Et là, il découvre évidemment le spectacle de la madrague. Sur le tableau de Vernet, dont on retrouve ici une copie assez bien réalisée, on découvre exactement les mêmes choses que l'on avait sur le dessin d'Antoine Barras de la Penne. C'est-à-dire on retrouve bien le château et à l'extrémité droite, on retrouve également le petit pigeonnier. Et là, évidemment, le village est né. Mais on retrouve également sur le tableau une muraille que l'on devine ici, qui descend d'un des piliers d'entrée du château jusque vers la Méditerranée, et on estime que ce mur descendait sensiblement au niveau de la prud'homie des pêcheurs actuels. Ce nouveau mur séparait alors l'habitation des seigneurs du village de Bandol, qui n'avait alors qu'une quarantaine d'années. Le Salon du Louvre à Paris est un salon réputé et il faut que tous les académiciens y exposent leurs sculptures ou leurs peintures. Joseph Vernet va y exposer de 1755 à 1765 ses tableaux, et plus particulièrement, évidemment, celui de la pêche du thon dans le golfe de Bandol, de la madrague, qui aura le plus grand succès. C'est un tableau monumental qui fait 1,65 m sur 2,63 m. Aujourd'hui, on retrouve le tableau de Vernet au musée de la Marine de Paris, dans une salle
qui lui est dédiée, dite « Peindre pour le roi ». Et dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, on retrouve cette copie qui malheureusement n'a pas été signée. À la date du 1er janvier 1778, on retrouve dans un mémoire des archives du génie retrouvées au centre historique du château de Vincennes les termes suivants concernant le château de Bandol. Le fort de Bandol dispose d'une batterie à barbettes très spacieuse qui borde la cour et la terrasse. Mais l'ensemble du château, et surtout le premier étage, est en train de se délabrer, complètement décrépit. Lors de la proclamation de la patrie est en danger en 1792, le maire de Bandol, Hyacinthe Portalis, pense qu'un débarquement pourrait de nouveau avoir lieu sur la plage de Bandol. Il va donc réarmer le fort en appelant des canonniers garde-côtes et il va même abattre les pins et les cyprès de manière à avoir une plus large vue sur la baie. Il va loger ces canonniers garde-côtes au rez-de-chaussée car le premier étage est totalement détruit, démoli. En 1793, en septembre exactement, démarre le siège de Toulon. Il va durer jusqu'en décembre 1793. C'est là qu'apparaît André Ponce de Léraud, que les Bandolais connaissent bien, et qui va être nommé commandant des canonniers du fort de Bandol et des territoires adjacents. Certains des canons de ce fort vont d'ailleurs migrer vers les batteries révolutionnaires qui sont autour de Toulon et commandées par le général Bonaparte. On connaît l'amitié qui va lier Bonaparte et André Ponce, puisque celui-ci l'invitera au début de l'année 1794 à déguster une bouillabaisse. Et ils se retrouveront plus tard sur l'île d'Elbe lors de l'exil de l'empereur, alors que André Ponce dirigeait la mine de fer de l'île. C'est en 1795 que le château fut totalement démoli suite à un arrêté de Barras et Fréron. En 1791, Anne-Hilaire Boyer de Foresta, qui était alors chambellan du roi Louis XVI, avait pris le devant et avait commencé à vendre une partie de ses terres et biens devant maître ermite à Saint-Nazaire-Sanary. Le 6 Thermidor en 3, le 22 juillet 1795, Anne-Hilaire Boyer de Foresta, devant maître Castel à Paris, vendit le reste de ses biens et de ses terrains à un certain Gaudin de la Grange. Ce fut le dernier acte seigneurial. Après de nombreuses transactions, en 1923, l'année où Bandol devint véritablement station touristique, on disait à l'époque industrie climatique, le fort dans son enceinte fut la propriété d'un agent immobilier, Auguste Gras. Celui-ci voulut faire un lotissement, l'accord lui fut donné par arrêté préfectoral le 12 juillet 1926 et il y fit construire des villas. Dans les années 50, les deux piliers aux armes du Seigneur qui constituaient l'entrée du château furent démolis. On voit très bien sur une carte postale des années 60 un seul de ces piliers qui se trouve à l'arrière de Beau-Rivage. Ce pilier fut également démoli, les volutes furent encastrées dans le mur de soutènement de Beau-Rivage et lors de nouveaux travaux récents, ces volutes furent récupérées et sont aujourd'hui exposées à la médiathèque. Aujourd'hui, il ne reste plus de cette époque que la muraille, une tour d'angle et le fameux puits qui se trouvait au centre de la plateforme de la forteresse. C'est ainsi que peu à peu disparaissent les vestiges de la dynastie des Boyers.